Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre 2016. Le titre du jour est Suite logique sur le CAC 40. En effet, cette année, le CAC 40 aura tenu malgré le choc de la chute du pétrole en début d'année, il aura tenu au Brexit, il aura tenu à l'élection de Donald Trump, il n'aura pas bronché après le référendum italien. De plus, ces dernières semaines, nous avons eu le pétrole en soutien qui est passé de 42 à 52 dollars. Nous avons eu les bancaires qui se sont reprises très nettement ces 2-3 derniers mois suite à la hausse des taux longs. Nous avons des banquiers centraux qui sont toujours en soutien. Dixit Mario Draghi. Nous avons la BCE qui sera là pour aider l'Italie s'il doit y avoir de l'aide sur le marché obligataire ou bien pour sauver les banques italiennes, pour les recapitaliser. Donc voilà, les mauvaises nouvelles, les risques de marché, les incertitudes sont derrière nous et les indices en profitent pour repartir à la hausse. J'aimerais bien que vous preniez un petit peu de temps pour prendre du recul sur vos graphiques et regarder un petit peu les indices boursiers, car ces dernières séances, que ce soit sur Twitter, dans mes émissions, on me pose beaucoup la question, Nicolas, penses-tu qu'on va arrêter de monter? Penses-tu que le marché va se retourner à la baisse? Penses-tu qu'on va aller encore un peu plus haut? Ne penses-tu pas qu'on est dans l'euphorie, que c'est du grand n'importe quoi? Et je vous avouerai que je ne comprends pas pourquoi on me pose ces questions-là. Évidemment que l'on sait qu'on est potentiellement en bulle sur les indices boursiers dans des valorisations excessives, mais évidemment aussi qu'on a vu que les marchés étaient haussiers à court et à moyen terme sur les 3-4 derniers mois. Donc la tendance est haussière, donc la hausse était naturelle, donc théoriquement vous devriez profiter en partie ou pleinement de ce mouvement haussier. Les traders particuliers ont tendance à se mettre à l'inverse des marchés et à être contrariens et à vouloir l'inverse de ce qui se passe. On me parle beaucoup d'euphorie, mais je vais vous donner simplement 2 chiffres qui vous montreront qu'on n'est absolument pas dans l'euphorie sur les marchés actuellement. Le premier chiffre, c'est regarder la performance du S&P 500, l'indice directeur américain, sur les, on va dire, 18 derniers mois. Depuis mai 2015, le S&P 500 ne gagne qu'à peine 4 ou 5% en un an et demi. Une performance ridicule pour cet indice qui prend en moyenne 7 à 10% par an depuis 100 ans. Sur le CAC 40, je vous rappelle qu'il a passé l'équilibre hier. Les 4640 points, les fameux 4640 points dont je vous parle depuis des mois comme l'objectif haussier théorique tant que les 4300 tenaient. Donc oui, on est dans des hausses qui peuvent paraître impressionnantes, mais ce n'est que le résultat d'un bouchon de champagne qui saute en Europe. On casse des résistances, les cours accélèrent, les vendeurs sont obligés de se racheter, les opérateurs prennent note du fait qu'on vient de sortir de ranges dans lesquelles on était depuis des mois, la fin d'année pourrait être positive, le mois de décembre est historiquement le deuxième mois le plus haussier pour les marchés, on va avoir la BCE jeudi qui théoriquement va nous apporter 6 mois de quantitative easing supplémentaire. Voilà, je ne vois pour le moment aucune ombre au tableau, aucun facteur qui pourrait engendrer un retournement violent des marchés, si ce n'est un phénomène exogène, la faillite d'une grande banque chinoise, un tremblement de terre au Japon ou que sais-je. Donc, un peu de prudence tout de même, puisque ça fait 3 séances d'affilée que le CAC 40 monte et qu'il s'approche des 4700 points. Et comme d'habitude, vous me connaissez, à proximité des supports, je surveille la tenue des supports. Quand on casse les résistances et qu'on accélère par la suite, une fois qu'on est sur des objectifs théoriques, j'ai tendance à devenir un petit peu plus prudent. Donc j'avais envie ce matin de vous délivrer aussi ce petit message de prudence à très court terme. Mais je pense qu'il est plus important pour moi de vous délivrer un message comme quoi, à moyen terme, et ce jusqu'à nouvel ordre, c'est haussier et on peut continuer de monter, plutôt que d'être prudent sur la hausse. Parce que la hausse, elle est naturelle, elle est en place, elle est validée par des fondamentaux en amélioration aux États-Unis et en Europe, et elle est validée par l'analyse technique.
Donc, mis à part le fait de vouloir se mettre en face des marchés juste pour le plaisir, celui qui vend actuellement n'a aucun critère ni fondamental ni technique, à part les fondamentaux de très long terme. Mais ça, on sait très bien qu'à un moment donné, ça reprendra le dessus, mais que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on est dans des marchés haussiers, ça continue de grimper sur les indices, et ce, jusque nouvel ordre. C'est la fin de cette longue introduction, mais j'espère au moins que vous avez compris mon message. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau record historique du Dow Jones hier en clôture à 19 252 points. Ça n'a rien de baissier. Le Dow Jones, depuis 4 semaines, n'a donné aucun signal de faiblesse, aucun signal baissier. Et ce, jusque nouvel ordre. Le DAX rattrape son retard sur les indices américains et enfin il casse la résistance majeure des 10 800 points sous laquelle il bloque depuis 4 mois. Il passe enfin positif sur l'année 2016 et les opérateurs auront très sûrement envie de le faire terminer au-dessus des 10 800 points afin de finir l'année dans le vert. Le CAC 40 dépasse les 4640 points, son point d'équilibre annuel. C'est un objectif haussier théorique dont je vous parle depuis des mois. Juste après le Brexit, juste après Donald Trump, quand on avait testé les supports de long terme à 3900-4000 points, puis qu'on était rapidement reparti vers les 4003, je vous le disais, pour moi, on a tenu des chocs majeurs cette année. La volonté des opérateurs serait certainement de finir l'année, non pas en beauté, comme certains semblent vouloir le dire, mais tout simplement juste à zéro. C'est pas brillant. Donc c'est là où la hausse en cours, il faut la prendre avec des pincettes. C'est un rattrapage vers l'équilibre, pas une hausse extrêmement puissante non plus. Concernant le dollar, il a positivement réagi sur les 100 points, actuellement à 100,5 points. Parce que le dollar a réagi positivement sur les 100 points, on a vu l'euro refluer sous MM30, on a vu l'AUD refluer sous 0,75, la livre refluer sous 1,28. Donc attention, 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 si ce point bas se valide sur les 100 points sur le dollar index, la tendance haussière du dollar pourrait reprendre, auquel cas on aurait eu des points hauts sur toutes les paires que je viens de vous citer. Il y a encore l'option selon laquelle jeudi, Mario Draghi n'arriverait pas à faire baisser l'euro et au contraire on repartirait à la hausse. C'est pour ça que je suis un petit peu partagé là-dessus. Donc on verra comment ça se passe dans les heures à venir. Mais à court terme en tous les cas, j'ai l'impression que le dollar a bel et bien trouvé un support. Ensuite, le pétrole WTI consolide sous les plus hauts annuels après l'échec sous 52 $. On avait vu ça hier matin. On avait un chandelier plutôt baissier sous les 52 $. Un échec à casser les plus hauts. Il était donc légitime que les cours consolident. Parallèlement à ça, le riz a confirmé sa cassure des 9,7 cents hier. Tant qu'il est au-dessus, il est aussi à court terme. Enfin, Genfit gagne 40% depuis son précédent plus bas au mois de novembre à 16,7 €. Je vous dis cela parce que j'ai suivi le titre Genfit des 17 € jusque 19,30 €, à la cassure des 19,30 € jusque hier 22-23 €. Enfin, ce matin, on a touché les 23 €. Je vais vous montrer le graphique après. Simplement, voilà, il y a peut-être encore du potentiel si on casse des résistances, mais à court terme, le titre a pris 40% et il n'y a pas plus d'actualité, donc prudence pourrait être de mise tout de même. En termes d'actualité macroéconomique, l'Italie va mettre un plan de sauvetage en place pour ses banques. Donc même si les banques italiennes ne vont pas bien, parce qu'elles vont très mal, l'Europe va les aider et le gouvernement italien va les aider, donc ça va bien. Donc vous comprenez par là qu'une mauvaise nouvelle peut être en fait une bonne nouvelle. Ensuite, Michel Barnier a estimé mardi qu'un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne devait être conclu d'ici octobre 2018. Il veut que l'article 50 soit déclenché d'ici mars 2017 au maximum. En Chine, les réserves de change ont baissé de 69 milliards de dollars alors qu'on attendait 60 milliards de dollars en novembre. Ça montre bien que les Chinois interviennent sur les marchés d'échange
et qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle. Tim Cook, directeur d'Apple, annonce des ventes records d'iWatch notamment, donc on peut s'attendre encore à de bons chiffres de la part d'Apple. Et enfin, le baril de pétrole consolide à cause de la nouvelle hausse de la production de l'OPEP et de la Russie, déclarée pour le mois de novembre. Côté entreprise, Derichebourg a réalisé un résultat net annuel en chute de 54,3%, mais ça avait été largement anticipé par les marchés et le titre est dans une belle tendance haussière et il l'est toujours. Forestia pourrait racheter Parrot Automotive à la société Parrot. Technicolor a finalisé avec succès son nouvel emprunt à terme. Solvay cède son activité de câble d'acétate de cellulose pour 1 milliard d'euros. Enfin, SoftBank, la banque japonaise, va investir 50 milliards de dollars aux USA. Et Trump y est certainement pour quelque chose. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on retrouve très peu de baisse, si ce n'est des titres défensifs et délaissés, comme Veolia qui est toujours en tendance baissière, comme Danone qui n'est pas en forme. Et dans les hausses, on retrouve, comme d'habitude, matériaux de base avec Arcelor, l'automobile avec Peugeot et les bancaires, Société Générale et BNP, qui tirent les indices à la hausse et permettent de finir l'année en beauté. Côté statistiques passées, donc les réserves de change, je vous l'ai dit, ont baissé plus qu'attendu. La production industrielle allemande est ressortie à 0,3% contre un consensus à 0,9%, mais c'est un chiffre vraiment second. Ce jour, production industrielle mensuelle en Angleterre. À 16h30, taux directeur canadien, les job openings aux US, mais surtout la statistique cet après-midi, ce sont les stocks de pétrole à 16h30 qui feront la pluie et le beau temps sur l'or noir et ce qui tirera très certainement les indices à la hausse ou bien à la baisse en fonction des stocks. Et puis enfin, Danone, dont on parlait il y a quelques instants, qui est dans le palmarès des baisses. Voici un graphique journalier sur Danone. Vous voyez que le titre baisse depuis 3 mois. On est dans une tendance baissière très propre. Et malgré la forte hausse du CAC 40 ces derniers jours, le titre Danone n'arrive pas à monter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le CAC venait à consolider, voire à baisser un petit peu, le titre Danone serait clairement en danger. Restons factuels, c'est un triangle, attendons de voir la sortie. Il y a quand même une plus forte probabilité de sortie par le bas puisque la tendance est baissière. Si jamais on en sortait par le haut et on cassait les 60 euros, ce serait un potentiel double bottom et un point bas de moyen terme, enfin un point bas de court terme potentiel avec un retournement à la clé. Et c'est clair qu'on le suivrait à la hausse. Par contre, la logique, dans le sens de cette tendance baissière, voudrait qu'on sorte par le bas du triangle sous les 58 euros. Donc, attendons de voir dans quel sens les cours sortent. On va passer sur le 440, les indices pour commencer cette deuxième partie d'émission, la partie graphique. Voici mon nouveau canal haussier sur le 440 qui prend les plus bas du Brexit et les plus bas de l'élection de Donald Trump. Les points bas de ce canal collent très bien en plus avec les plus hauts du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre. On était donc bloqué sous les 4610 qui étaient les plus hauts du mois d'avril. Et vous voyez qu'à moyen terme, on a fait un double bottom gigantesque entre 3900 et 4600 points. On a mis le temps pour monter en crabe jusqu'au 4006 et là, on est en train de les casser. Donc, j'ai une simple question à vous poser. Est-ce que la configuration actuelle ressemble à un point haut ou est-ce que la configuration actuelle ressemble à un marché qui donne un signal haussier majeur? C'est à vous de voir. À long terme, si vous voulez, je sais bien que le 440 est baissier et s'il revenait vers 4008 ou 5000, eh bien peut-être qu'il reviendrait sur des résistances long terme et que ce serait très intéressant à jouer à la baisse. À moyen terme, il ne faut pas oublier que 2015, la deuxième partie de l'année 2015 et la première partie de l'année 2016 étaient baissières. Et là, on est en train d'enfin réussir à s'extraire de cette zone d'incertitude par le haut. Donc, peut-être qu'on est en train de casser cette zone de prix et qu'on va rapidement repasser dessous, puis casser le canal haussier. Me concernant, en tant qu'analyste technique, tant qu'on sera dans ce canal haussier de moyen terme, donc tant qu'on sera au-dessus des 4500 points en gros, je ne peux pas passer baissier.
à moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 4500 points, dans ce canal haussier, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui se retourne progressivement et qui vient à la hausse, le marché est clairement haussier et les replis sont des replis dans une tendance haussière théorique. En journalier, pour le plus court terme, tant qu'on est au-dessus des 4570, 4610 points, soit les plus hauts précédents sous lesquels on butait en zone de résistance, eh bien, elle fait désormais zone de support. Donc là, ça fait 3 séances d'affilée qu'on monte, ça ne veut rien dire. On prend 220 points en 3 séances, ça ne veut rien dire non plus. On pourrait peut-être considérer qu'on va un peu haut, un peu vite, mais après tout, on vient de faire sauter le bouchon de champagne hier et les marchés sont haussiers, les US sont haussiers, le pétrole est au-dessus des 50 $, les bancaires continuent de se reprendre. Donc voilà. Tant qu'on restera au-dessus des 4570-4600 points, la hausse pourrait potentiellement perdurer en direction des prochaines résistances majeures qui se situent, pour votre information, à 4740 points et à 4840 points. Donc, à moyen terme, seule une cassure du canal et de la borne basse du canal ici vers 4470-4500 serait un signal de retournement. En journalier, seul un retour rapide sous 4570-4600, un choc violent de marché de court terme, inviterait à beaucoup plus de prudence. A contrario, tant que c'est haussier, tant qu'on est au-dessus de 4006, tout repli vers les supports est un repli technique dans une tendance haussière de fond avec une probabilité de hausse par la suite. Voilà. Sur le DAX, même question. Est-ce que ça a la tête d'un point haut ou est-ce que vous avez l'impression qu'on vient de donner hier, en cassant les 10 800 points, un signal haussier majeur que les marchés attendent depuis 4 mois? Soyons factuels, pragmatiques. Est-ce que ceci a la tête d'un point haut, d'un chandelier de retournement, d'une résistance majeure, ou est-ce qu'on vient hier en fait de donner un signal haussier majeur en cassant les 10 780, 10 800 points? Voilà. Moi je vous le dis, techniquement parlant, le DAX est dans une tendance haussière de moyen terme. Il vient de passer son cours d'équilibre annuel et sa résistance des 10 780 points et est donc extrêmement haussier tant qu'il est au-dessus de cette résistance. En données journalières, on avait vu que le DAX était dans un drapeau, c'est-à-dire un canal baissier de consolidation avant une éventuelle sortie par le haut. On a vu dès lundi que les 10 450 avaient tenu et qu'on avait clôturé en dehors du drapeau et que l'objectif théorique de cette sortie de drapeau était dans la zone des 11 200, 11 400. Les acheteurs ont enfoncé le clou, ont cassé à la résistance hier, une résistance de moyen terme. Aujourd'hui, vous avez et des acheteurs de moyen terme qui se placent suite au signal donné hier, et puis vous avez tous les acheteurs de court terme en mode espoir, non, tous les vendeurs de court terme en mode espoir qui avaient leur stop au-dessus des plus hauts et puis qui sont en train de se forcer à couper leur position parce qu'ils ne peuvent plus tenir leur vente parce que le marché a choisi la hausse. À moyen terme, tant que le DAX est au-dessus de la zone défendue ici des 10 300, 10 400 points récemment, c'est haussier fort à moyen terme. C'est encore plus positif au-dessus des 10 780. À court terme, c'est c'est fortement haussier au-dessus des 10 780. Seul un retour rapide en cours de clôture sous ce niveau engendrerait potentiellement un retour baissier. Voilà. Jérémy dit, pour moi, la seule chose qui dérange, c'est la sortie très rapide. Sinon, je suis d'accord sur une vue haussière, mais avec une construction plus saine. En fait, Jérémy, la construction est extrêmement saine. Vous avez l'impression que ça va vite, mais regardez sur 4 mois, on n'a pratiquement rien gagné. Celui qui est à l'achat, qui était dans la hausse ici, et qui était acheteur dans la zone des 10 300, 10 400 sur le DAX, ça fait 3-4 mois qu'il voit son prix à plusieurs reprises, et que les cours ne montent pas. Donc en fait, si vous traciez juste un trait pour matérialiser la hausse sur les 4 derniers mois, vous auriez un trait à faible pente comme ça, avec 10 400 en août, 10 500 en septembre, 10 600 en octobre, 10 700 en novembre et puis 10 800 en décembre. Et en fait, le rythme de progression est relativement lent. Ce qui explique que les cours accélèrent, c'est tout simplement le phénomène psychologique. Le pire est derrière nous. On entre dans le mois de décembre, le rallye de Noël, la fin d'année. Il n'y a pas d'échéance politique, il n'y a pas d'échéance économique.
Pourquoi les cours accélèrent hier? Parce qu'il y a et les acheteurs de court terme qui poussent, et les acheteurs de moyen terme qui veulent rentrer sur signal, et les vendeurs qui se rachètent. Donc forcément, ça accélère un petit peu plus que d'habitude. Alors bien évidemment, depuis tout à l'heure, je vous parle de hausse moyen terme, fondamentale et technique. Ça ne veut pas dire que je ne conçois pas qu'on puisse faire un repli vers ces résistances cassées avant d'aller plus haut, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX. Mais je m'attends difficilement à un retour du CAC 40 jusque revenir à 4575. Je trouve que ça fait un peu beaucoup de reperdre 100 points violemment alors qu'on vient d'en gagner 100. Il n'y a que la BCE qui pourrait engendrer ça jeudi, c'est pour ça qu'on fera un live BCE ensemble. Pour moi, la BCE jeudi, en fonction de la façon dont Mario Draghi s'exprimera, eh bien, elle peut soit enfoncer le clou et envoyer le CAC à 4800 points, soit engendrer un reflux. Et un reflux ne m'étonnerait guère, en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de hausse de moyen terme. À court terme, je suis prudent puisque vous me connaissez. Ça fait 3 séances consécutives que l'on grimpe. Le CAC a pris 4,5%. Donc bien évidemment que je suis prudent. Mais voilà, comprenez bien qu'il y a un courant acheteur fort. Comprenez bien qu'il y a certains rendez-vous qui peuvent engendrer des pullbacks, comme la BCE jeudi à 14h30. Voilà. En attendant, c'est le pétrole cet après-midi qui décidera de notre sort. Ensuite, on va regarder d'autres indices. Le S&P 500, il est haussier très fort lundi sur support. Mardi, il enfonce le clou, il est sur ses plus hauts. On travaille les plus hauts annuels. On verra aujourd'hui s'il a la force de dépasser ses nouveaux records annuels et historiques ou au contraire s'il consolide à plat. En attendant, il reste extrêmement haussier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Concernant le Dow Jones, qui est en quelque sorte ma lanterne, je vous le redis, tant que le Dow Jones clôture au-dessus de MM7 jours, la petite moyenne mobile verte que vous voyez ici qui passe par tous les plus bas des dernières séances, tant que le Dow Jones clôture au-dessus de la MM7, il est haussier. Seule une clôture sous la MM7 inviterait à la prudence à court terme et rendrait la tendance haussière de court terme neutre. Donc comprenez que c'est comme un jeu pour moi. Ça fait 5 semaines consécutives que je vous rappelle la même chose. Mais tant que le Dow Jones ne clôture pas au-dessus de cette moyenne mobile-là, les acheteurs ont la main et ils peuvent continuer d'avoir la main et d'enfoncer le clou et d'aller plus haut. Et ce, jusque nouvel ordre. Et puis sinon, on notera aussi que l'Eurostoxx donne un signal haussier moyen terme très puissant, en théorie, puisque tout comme le DAX, il casse une résistance majeure. Donc voilà l'Eurostoxx sur ces dernières années. Vous voyez la hausse de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. En 2015, on a des marchés qui sont beaucoup montés avec le quantitative easing qui sont trop chers. On consolide très nettement. Début d'année 2016, on a le pétrole et les bancaires qui pèsent. Ensuite, on a le choc du Brexit. On a tenu, on a encore tenu. Et donc là, on tente de casser une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Et donc, on pourrait potentiellement remonter, si on casse les plus hauts annuels ici sur l'Eurostoxx, enfin la zone des 3160, vers le cours de clôture de 2015, vers 3280 points. Et on reviendrait alors sous la ligne de tendance haussière long terme dans laquelle on était entre 2011 et 2015. Et peut-être que si on revenait vers cette zone de prix-là, et si on échoue là, peut-être qu'après on se retrouve à moyen terme et on part à la baisse. Mais en attendant, là, ce qui se passe là tout de suite sur l'Eurostoxx, c'est qu'on était coincé dans une zone de prix et qu'on est en train de s'en extraire par le haut. Donc tant qu'on est au-dessus des résistances qui viennent de casser, c'est la hausse qui prend le pas, on peut continuer de grimper. Si vous n'êtes pas à l'achat, que vous n'avez pas envie d'acheter mais que vous préférez vendre, eh bien faites comme vous voulez. Mais j'aime à dire qu'il est quand même préférable de vendre lorsqu'on a soit des configurations de chandeliers baissiers, soit des figures de retournement chartiste baissière. En l'absence de signal, pas de signal baissier, pas de stratégie baissière. C'est comme ça que je raisonne, c'est très basique, mais vous verrez, essayez, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Pascal me disait quel est le premier mois boursier en performance statistiquement parlant, c'est le mois d'avril. Le premier mois de l'année en termes de performance, c'est avril et ensuite c'est décembre quand on regarde les performances, me semble-t-il, des 25 dernières années.
Ensuite, on va passer sur les actions. Alors, je regarde en même temps vos commentaires. Alors, on me parle de Vinci, Peugeot, on va regarder ça tout de suite. JBM me dit, bonjour Nicolas, est-ce que la MM7 vaut également pour le CAC et le DAX? Non. Non, mais vous pouvez essayer de trouver une moyenne mobile qui fonctionne bien sur le CAC et le DAX. Et ce qu'il y a, c'est que le Dow Jones, il monte petit à petit. Donc la moyenne mobile à cette période, elle fonctionne très bien. Le CAC 40, lui, il monte par à-coup. Donc même une moyenne mobile à 10 périodes, il y a des moments où le CAC va se stabiliser et donc il va passer sous la moyenne mobile. Et donc ce sera, vous voyez, ici on est au-dessus de la moyenne mobile 10, puis on la casse, puis on repasse au-dessus, c'est pas du tout propre. Il n'est pas du tout linéaire, il n'est pas du tout en tendance haussière, il grimpe pas petit à petit comme le Dow Jones, le 440. Le 440, il fait une hausse, une conso, une hausse. C'est assez violent, c'est assez éreintant. Mais ça porte ses fruits, l'analyse technique restait très propre et c'est plutôt les niveaux horizontaux qui fonctionnent sur le CAC. Jusqu'ici, les 4470 étaient notre super support. Et bien notre nouveau super support, ça devient la zone des 4570, 4610, les anciens plus hauts devenus théoriquement support. Ensuite, on passe sur le marché action. Donc sur le marché action, Parrot pourrait vendre sa branche automotive. Et donc le titre en profite et continue de se reprendre après avoir perdu 60% entre septembre et novembre. Derichebourg a publié ses résultats et vous le voyez, c'est très propre. Les résultats, la baisse du résultat net sur un an était déjà digérée, elle était déjà connue par les marchés. Je vous avais parlé de Derichebourg quand on sortait ici du range au-dessus des 3 euros par le haut. Bah vous voyez, le titre a mis le temps. Il est resté entre 3 et 3,10 un certain temps. Et hop, il est reparti à la hausse, dans le sens de la tendance de fond. C'est très propre. Selectis, elle s'accroche à son support, toujours la zone des 16 euros qui continue de tenir sur Selectis, qui a bien tenu la semaine dernière. Allez, la plateforme, enfin c'est pas la plateforme, c'est l'internet. Voilà, donc Selectis a tenu les 16 euros, c'est un support testé en février dernier auquel elle s'est accrochée en novembre et s'y accroche toujours en décembre. Forestia, ça va avec Peugeot, c'est l'automobile qui est recherché en ce moment et le titre Forestia en profite pour remonter vers ses plus hauts annuels et potentiellement les 37 euros. Eramet, elle est toujours haussière dans le sens de sa tendance de moyen-long terme et elle a atteint un objectif théorique majeur, ses anciens plus bas de 2013 dans la zone des 64 euros. Donc même si on reste haussier en termes d'analyse technique, il convient peut-être d'être prudent ou sur ses gardes en tous les cas. Ensuite, Valorec, elle a gagné 10% depuis la cassure de son range de moyen terme par le haut. Elle est montée tout droit et elle a gagné même plus de 10%. Enfin, elle a gagné 10% depuis la cassure, mais elle a gagné pratiquement 20% en l'espace de 6 séances. Donc il y a un moment, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Quand on voit un titre qui gagne 30 à 40% en l'espace de quelques jours, bon, bah, il faut savoir prendre des bénéfices ou bien remonter ses stops au fur et à mesure. Et puis bien sûr, on a les bancaires qui tirent avec BNP qui a explosé sa résistance hier et qui est allé chercher sa résistance des 60 euros. C'est plus haut de 2014 et de 2015. Donc là aussi, c'est en rien baissier, mais attention, un petit peu de prudence, un petit peu de pragmatisme. EDF, on est en train de tenter de sortir d'une zone de consolidation par le haut. EDF est délaissé, baissière, mais à court terme, les news sont un petit peu plus positives et le titre semble tenter de s'extraire d'une consolidation. Il avait fait ça ici avant d'accélérer. Est-ce qu'il est en train d'accélérer? On va le voir. Faudra clôturer en dehors du range pour passer haussier à court terme. Et puis dans les baisses, on retrouve Genfit qui bute sous une résistance clé datant de octobre dernier. En fait, hier, Genfit a gagné 15% à l'ouverture et je vous ai dit, attention, il n'y a pas de plus de nouvelles, il n'y a pas plus de relais d'actualité.
Donc les opérateurs pourraient potentiellement prendre des bénéfices. Suivons pour voir si le titre retrouve et casse ses plus hauts journaliers ou pas. Et en fait, hier, dans l'après-midi, il y a quand même eu des beaux volumes, un beau regain d'intérêt, une clôture pratiquement au plus haut. Et ce matin, les acheteurs ont tenté d'enfoncer le clou, de casser les plus hauts d'hier et d'accélérer. Malheureusement, cette zone-là des 23, 23,50, c'était un objectif haussier théorique. Souvenez-vous, hein, j'ai écrit un papier lorsque Genfit était ici. Et je vous ai dit, si on se retourne ici, il y a 4 objectifs. 1, 2, 3, 4. On a atteint 1, 2 et 3. Sachant que le point 3 a été atteint sans actualité, eh bien, c'est déjà beau que le titre ait réussi à gagner 40% en l'absence d'une grosse actualité, d'une spéculation sur une réelle vente, cession, OPA, que sais-je. Donc il faut savoir prudence garder. Tant qu'on est au-dessus du point 2, c'est une bonne chose. Si on réaccélère au-dessus du point 3, on pourrait aller chercher le point 4. Mais à court terme, après 40% de hausse, sans l'absence de news favorable et suite à l'échec pour l'instant ce jour sous la zone des 23 euros, 23,50 €, j'aurais tendance à devenir plus prudent. Ensuite, Georges me demande, pouvez-vous faire une petite analyse sur Veolia? Bien sûr, Georges, c'est très simple de faire une analyse sur Veolia. Veolia est baissière en tendance mensuelle, en tendance hebdomadaire et en tendance journalière. Est-ce que vous voulez savoir autre chose sur Veolia? Vous voyez, typiquement, Veolia, c'est un titre, quand on m'en parle, j'ai l'impression que on cherche le point bas, que c'est quelqu'un qui la regarde baisser, qui se dit, je vais essayer de tenter un rattrapage sur une valeur, le CAC 40 va peut-être se stabiliser, mais peut-être que Veolia va se reprendre. J'essaye toujours d'imaginer pourquoi vous me posez telle ou telle question. Mais Veolia, on en a parlé à plusieurs reprises, hein. C'est baissier en données mensuelles depuis la cassure d'octobre, c'est baissier en données hebdomadaires, c'est baissier en données journalières. La seule chose positive que je puisse vous dire, c'est que les cours viennent de passer de 23 à 15, donc on a quand même perdu 25% sur le titre, et que l'on approche potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, d'un support à 15 euros. Voilà. Les 15 euros, ce sont les plus hauts de 2014, c'était un gros seuil de résistance qui pourrait désormais faire support. Le titre est délaissé, il est baissier, en tendance baissière, mais si on se rapprochait des 15 euros et qu'on y faisait une réaction positive, alors on aurait un potentiel retournement sur un support de moyen terme, et là ce serait potentiellement intéressant. Là, au cours actuel, je ne peux rien vous dire si ce n'est que c'est complètement baissier. Eric me dit bonjour, sur quel site puis-je me rendre pour les cotations des produits agricoles? Bien écoutez, on va voir ça tout de suite puisqu'on a toutes les matières premières sur notre plateforme. Eric, vous n'avez pas besoin d'aller sur internet sur des sites spécialisés, on les a sur la plateforme. Alors je regarde vos questions. Loïc me dit Vinci. Alors Loïc, vous me posez une question, vous me dites Peugeot jusqu'où? Vous savez très bien que je ne réponds pas à ce genre de questions. Vinci, le point positif, c'est qu'on tente de casser les 62,20, les plus hauts du 22 novembre dernier qui font résistance. À moyen terme, on a tenu le support des 58,80, c'est positif. À court terme, on est dans un petit range. Donc si on s'en extrait par le haut, c'est positif. Si on ne passe pas, c'est neutre. Mais à vous dire vrai, voilà, c'est pas la configuration de l'année. Et puis Peugeot, dernière question pour Loïc, toujours. Donc sur Peugeot, Loïc me dit Peugeot jusqu'où? Mais c'est pas jusqu'où. Vous savez très bien que je ne donne pas d'objectif au doigt mouillé, au doigt levé, en disant je pense que ça va faire ça. Moi, ce que je peux vous dire sur un titre comme Peugeot, c'est, première information, le titre Peugeot qui était dans un range et qui était neutre à moyen terme, tout comme le CAC, passe désormais aussi à court terme et sera haussier tant qu'il sera au-dessus de la zone des 14,40 €, qui faisait résistance et qui fait désormais support. Deuxième information, la tendance est haussière et la prochaine résistance majeure théorique sur le titre Peugeot se situe à 15,70 €. Donc, théoriquement, tant qu'on est au-dessus de 14,40, on peut aller à 15,70. Voilà ce que nous dit l'analyse technique.
Ensuite, on passe aux matières premières. Donc là, pour vous répondre, Eric, les matières premières, on en a plein chez CMC Market. C'est pas notre spécialité, mais quand même, par rapport à beaucoup d'autres sociétés, d'autres brokers, on a cette chance. Pour ma part, en tant qu'analyste, j'adore les matières premières. Et on a du gaz naturel, du sucre, du jus d'orange, du blé, du maïs, et on parle d'un peu tout tous les jours, donc vous êtes au bon endroit. Alors, les cours du gaz naturel, ils sont aussi en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières, en données 4 heures. Et ils continuent donc de grimper dans le sens de la tendance de fond, toujours haussière. On peut cadrer la hausse avec un petit canal haussier, fortement haussier. Tant qu'on est dedans, c'est haussier. Le jour où on le cassera, il conviendra d'être un petit peu plus prudent. En fait, le gaz ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait ici au mois de mai-juin, quand il est parti tout droit à la hausse. Il est en train de faire pareil. Seule une cassure du canal changerait la donne. Ensuite, on passe au sucre. Le sucre a touché son support et a réagi positivement sur les 18,50. Pour la petite histoire, on était passé baissier sur le sucre depuis la cassure du triangle là-haut au mois d'octobre. On avait dit que tant qu'on était sous les 22, c'était baissier en direction des 19,50 et des 18,50. Les deux objectifs ont été atteints. Et quand on en parlait début de semaine, avec Olivier notamment, qui surveillait les cours du sucre sur ce support, je disais, il faudrait, pour que les acheteurs tentent de reprendre la main, 1, une réaction positive sur support, c'est ce qu'on a eu hier, et 2, une cassure de l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts des dernières séances pour montrer que la tendance baissière passe de baissière à neutre. Nous avons donc eu ces deux informations. Le support a montré sa pertinence et les acheteurs se sont montrés à court terme. Les cours du sucre sont désormais neutres. En cas de regain acheteur, on pourrait remonter vers le seuil psychologique des 20. En cas de regain vendeur, on pourrait revenir tester les 18,50, 18,70. C'est très difficile à court terme. Est-ce qu'on est en tendance baissière, on va faire une pause avant de la reprendre, ou est-ce qu'on vient de toucher un point dur auquel cas on va rebondir ? C'est difficile, mais je vous avoue, Olivier, si vous êtes là aujourd'hui, que c'est bien vu d'avoir noté le support, de l'avoir suivi hier, et a priori à court terme, effectivement, les acheteurs reprennent la main. Christophe nous dit, une ETE peut-elle se former sur une matière première ? Bien sûr, Christophe. Bien sûr. Une ETE, une étoile filante, toutes les configurations graphiques peuvent se faire sur quel actif que ce soit, tant qu'il est coté, qu'il y a un graphique. Ensuite, ça c'est le pétrole WTI. Donc le pétrole, d'ailleurs, moi je voulais vous en montrer une ETE, peut-être que vous la voyez. Ici, on a une épaule, tête, épaule. Et en fait, la deuxième épaule, on l'a fait 2 fois. C'est comme si on avait une épaule, tête, épaule, épaule. Et comprenez par là que le pétrole est haussier à moyen terme depuis le début de l'année, il est haussier en journalier, et s'il devait accélérer au-dessus des 51, 50, 52 dollars, il pourrait aller chercher les 54, voire même à moyen terme les 60 dollars, puisqu'on aurait la réalisation de cette ETE. Donc à court terme, je suis prudent, on a atteint des beaux objectifs, mais à moyen terme, il me semble que si on casse les résistances, il y a encore du potentiel. À très court terme, ce que je trouve très positif, c'est le test positif des 50 dollars. On aura les stocks de pétrole cet après-midi, mais en tous les cas, si les stocks font monter les cours, tant qu'on tient les 50 dollars, on pourrait aller chercher les plus hauts, voire les dépasser et accélérer. Et ça, bien évidemment, ce serait un soutien puissant pour les indices. A contrario, si à cause des stocks ce soir, on devait clôturer sous les 50 dollars, la tendance haussière de court terme passerait neutre, et je repasserais donc complètement neutre également. Concernant le coton, je ne sais plus qui m'en parlait, c'était Robert. Les cours du coton sont toujours dans un triangle entre les 69 et les 72 cents. Donc je ne puis vous dire grand-chose de plus que ce que je vous répète depuis 15 jours. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de m'entendre parler des matières premières, ce qui est génial avec les matières premières, c'est que quand il y a un signal, généralement c'est violent. Vous voyez ici, au mois de juin, pendant 3 semaines, on disait si les plus hauts cassent, ça va accélérer, si les plus hauts cassent, ça va accélérer, etc. Et quand ça accélère, boum, ça part très vite. Alors bien sûr, si vous ne surveillez pas, si vous n'êtes pas le lendemain prêt à rentrer une fois les signaux donnés, etc., les matières premières, ça ne pardonne pas, il y a rarement des replis. Mais voilà, pour ceux qui surveillent cela comme le lait sur le feu,
si on casse l'oblique de soutien et qu'on accélère sous 69 ou si on casse les 72, ça devrait être, étant donné la compression en cours depuis 3 mois, un beau décalage à la clé. Ensuite, Gilles me dit, peut-on parler de l'argent? Il semble qu'il y ait un triangle reconnu par les reconnaissances graphiques en données 4 heures. C'est possible, Gilles. On va se mettre en données 4 heures et... On a une petite configuration de compression des cours, effectivement. Zut, où est-ce qu'il est mon bouton pour... Voilà, tac. Les cours de l'argent, c'est pas évident. On s'est posé sur un support ici qui correspond aux anciens plus hauts du mois d'octobre, comme sur l'or. On est dans un petit rebond de court terme qui est suspendu en fait au dollar. On a un plus haut récent à 17 $ avant-hier. Donc voilà, les cours de l'argent étaient baissiers à moyen terme, baissiers en données journalières. Là, les cours sont neutres en données journalières et en données horaires, ils sont haussiers depuis quelques séances. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique haussière, ici, ça peut grimper. Si on casse les 17 $, on pourrait aller chercher les 17,30, 17,50, les plus bas d'octobre, de début octobre. Mais c'est pas une configuration facile, mon cher Gilles. Ensuite, les cours du blé. On est toujours dans une configuration sur les cours du blé d'un hypothétique double bottom de moyen terme. Donc ça, c'est à surveiller parce que s'il se confirme, on pourrait avoir un beau potentiel. Donc les cours du blé, qu'on s'entende bien en données mensuelles sur 15 ans, voilà ce que cela donne. Une tendance plutôt haussière jusque 2012-2013, puis ensuite une tendance baissière de 2012 à 2016. Là, on est en train de tester les 370 cents, ce sont des seuils testés en 2005-2006, donc il y a 10 ans. Et voilà ce qui se passe à court terme. À court terme, on a fait un point bas fin août et on a refait un point bas début décembre sur la zone des 370 cents. Si dans les séances à venir, les acheteurs prennent la main et remontent vers les 410, puis cassent les 410 et nous matérialisent un double bottom de moyen terme, c'est qu'on assiste potentiellement à un gros retournement sur les cours du blé car ils sont sur un support long terme. Donc je surveille ça comme le lait sur le feu. Pour l'instant, on a eu une réaction positive sur support, un peu de hausse et là une stabilisation à plat. Ne serait-ce que casser la zone des 390 cents, soit les plus hauts d'hier, qui étaient les plus bas ici, fin octobre, début novembre, ce serait l'occasion peut-être de prendre le train en route de la hausse sur validation d'un creux de court terme et d'une cassure de résistance. Donc les 390 cents sont à surveiller ici aussi. Ensuite, les cours de l'or, c'est comme l'argent, j'ai pas grand chose à dire, ça baisse plus, mais c'est pas pour autant que ça monte, donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Les cours des bovins engraissés, ils ont tenu le support qu'on avait vu ensemble. On avait dit qu'il fallait pas clôturer sous les 128,50, on est venu sur une petite frayeur dessus, puis les acheteurs se sont repris, donc là, tant qu'on est au-dessus du support, c'est haussier. Ensuite, les cours du riz, on est à 9,80, donc voilà, on a cassé la résistance des 9,70 hier, on a ouvert dessus, on est monté en séance aujourd'hui, donc on est en petite baisse. Mais vous voyez, globalement, à court terme, tant qu'on est au-dessus des 9,70, un signal haussier théorique a été donné. Si on retourne sur les 9,70, c'est baissier. Tant qu'on reste au-dessus, les acheteurs connaissent leur invalidation. Voilà donc pour toutes les matières premières. Et pour finir, les devises. Sur les devises, c'est un petit peu plus neutre. Donc vous voyez, il y a quand même des belles tendances. Belles tendances sur les indices à la hausse, belles tendances sur les bancaires à la hausse, des belles actions comme des Richebourg qui cassent des résistances, qui accélèrent. Il y a des titres sur lesquels il faut être un peu plus prudent, comme Genfit, quand on voit que le titre gagne 40% en l'espace de quelques semaines. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'opportunités, soit en cours, soit à surveiller sur les matières premières. Concernant le Forex, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est un peu qui tout double. On a touché les 100 sur le dollar index avant-hier. On a réagi positivement dessus hier. Si les statistiques sont bonnes et que la tendance haussière perdue, on peut repartir à la hausse dans le sens de la tendance.
Mais vous voyez, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est venu faire un point bas pour repartir tout droit, ou est-ce qu'au contraire on a fait une première vague de baisse, on va faire une deuxième vague de baisse vers le support de moyen terme ici à 99, avant d'éventuellement repartir à la hausse. Car à moyen terme, seule une cassure du support ici à 99 invaliderait les perspectives haussières pendant un certain temps. Ça dégraderait la configuration. Donc voilà, là-dessus, je vous le dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une chance sur deux qu'on ait fini la conso et que ça reparte à la hausse, une chance sur deux qu'on remette une jambe de baisse. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'une nouvelle jambe de baisse du dollar pourrait intervenir ? Non pas que je ne crois pas que la Fed ne va pas monter ses taux en décembre, je pense qu'elle va le faire. Néanmoins, quand je regarde l'euro-dollar, vu le piège qu'on a fait lundi sous les 1,0520 et qu'on a coincé tous les vendeurs pour clôturer en forte hausse, vu le chandelier en cours, vu la zone de moyen terme qu'on a testée à proximité des 1,05, je me demande si l'euro-dollar jeudi ne peut pas remettre une jambe de hausse vers les 1,9, entre 1,0850 et 1,0950 pour tuer tous les vendeurs. Tous ceux qui disent la parité, c'est sûr, l'euro ne peut que baisser, l'Europe fait du quantitative easing, etc., etc. Je vous rappelle que c'est quand tout le monde passe baissier sur l'euro qu'il adore remonter. En 2015, quand on était tout en bas, 2015, qu'on était sur les 1,05, 1,06, c'est alors que les banques ont toutes révisé à la baisse leurs objectifs sous la parité ou à la parité au début de l'année 2015 que les cours sont repartis à la hausse. Et ils sont repartis violemment. Ensuite, fin 2015, pareil, on était reparti à la baisse, puis d'un coup, l'euro repart nettement à la hausse. Donc vous voyez, ici, on a eu une première réaction forte. Je me demande si on ne pourrait pas en avoir une deuxième avant éventuellement que la baisse de moyen terme reprenne. À moyen terme, la BCE fait du QE et ça fait pression sur l'euro. À moyen terme, les États-Unis ont plus de croissance que l'Europe et pourraient remonter leur taux. Donc le dollar a tendance à être haussier. Mais sait-on jamais ? Si jeudi Mario Draghi nous annonce 6 mois de quantitative easing de plus, après tout, on le savait. Par contre, s'il parle déjà de ralentissement du QE à partir de la fin de l'année 2017, là, les opérateurs pourront se dire, attendez, les US, on n'est pas sûr que les taux vont monter plusieurs fois en 2017. L'Europe, on nous parle d'arrêt du quantitative easing qui jusqu'ici faisait pression sur l'euro-dollar. Les marchés pourraient prendre cela comme un indice du fait que la parité n'est pas certaine et que l'euro n'est peut-être pas voué à partir fortement à la baisse. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous dire dans cette émission. Attention à l'euro et au dollar. L'euro, je le connais, il a encore la force et la possibilité, techniquement parlant, d'aller faire une seconde jambe haussière pour sortir les vendeurs qui sont rentrés un peu tard dans ce mouvement baissier suite à l'élection de Donald Trump. Donc techniquement parlant, soyons pragmatiques et parlons chiffres. Tant qu'on est au-dessus des 1,06 80 90, les plus hauts des dernières séances qu'on a cassées avant-hier, eh bien les acheteurs ont la main et on peut grimper. Et si on casse les 1,08, on pourrait accélérer fortement. Si on repasse d'ici la fin de la semaine et notamment avec la BCE sous les 1,06 80 en cours de clôture, alors c'est que le dollar reste fort et que les vendeurs gardent de la main. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions sur indices, forex, matières premières, actions. On a fait un tour complet des marchés. Les marchés sont haussiers, l'appétit pour le risque est fort. Ça fait 3 séances que l'on monte. Donc bien évidemment, il faut savoir prudence garder. Mais ce qu'il faut surtout garder, c'est son pragmatisme, son côté factuel. Les marchés sont haussiers aux États-Unis à long terme, à moyen terme, à court terme. En Europe, ils viennent de donner des signaux de moyen terme hier extrêmement puissants. Il est donc légitime qu'un courant acheteur se renforce, accélère et ne se retourne pas en l'absence de mauvaises nouvelles. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, un bon trading. Excusez-moi, hier, je n'étais pas là pour l'émission de l'après-midi, le quart d'heure US. J'étais un peu crevé de ces derniers temps. Voilà, je suis sur le pont, je serai là cet après-midi et je vous retrouve donc à 15h45 pour la deuxième émission quotidienne, le quart d'heure US. Au revoir à tous.